roulade, tu commences au fond de la salle, puis tu fais la vitrine et puis tu fais le trottoir. D'abord l'arrière-salle, la vitrine et puis le trottoir. La vie de poète est magnifique. Tu vas nous raconter tout ça. Bonjour, comment On va juste attendre que... Donc voilà, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce qui est la dernière roulade de la seconde saison et la 17e roulade littéraire corsée. Pour ceux qui ne connaissent pas, les roulades littéraires sont donc un rendez-vous, un dîner-rencontre qui permet de découvrir un auteur, un éditeur, un traducteur, un poète, quelqu'un qui a son tracé de vie, qui colle le monde des livres, qui passe dans le monde des livres, de le découvrir, de le redécouvrir. Et pour ouvrir cette roulade, je voudrais utiliser quelques mots qui viennent de toi, Jack, dans ton roman F. Tu as écrit « Je note qu'il y a toujours plus d'émotions dans l'attente, dans les préliminaires que dans la rencontre. Il y a toujours trop d'impatience. » J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et puis j'ai également aimé « Raconter, c'est toujours entrer par effraction dans la vie de quelqu'un, une manière de cambriolage. » Alors ce soir, je vais peut-être te cambrioler. Fais seulement. Et à propos d'impatience, d'abord je vous remercie tous d'être là. Et je suis vraiment navré, mais un taxi qui ne connaît pas la porte de Namur, j'avais pas encore expérimenté ça. Ça a été un peu pénible pour arriver ici. Porte de l'amour, c'est pas pour Namur. Alors, je dis toujours un peu pourquoi on fait venir les gens, pourquoi on les a choisis. On t'a choisi parce que tout d'abord, tu as une œuvre et on va le découvrir en tant que romancier, qu'essayiste de poète assez imposante et très intéressante, je trouve. Et puis, c'est un peu particulier parce que tu fais partie de ceux qui sont devenus des fidèles des roulades depuis l'aventure des roulades. Donc, c'est un peu la possibilité de passer de la chaise au tabouret. Et puis, ce soir, je me sens moins seul avec les cheveux longs. Voilà. Donc, pour te présenter, tu es né un 29 décembre 1957, donc tu vas arriver sur tes 60 ans. C'était un dimanche. C'était un dimanche, voilà. Tu as fait des études de philosophie et d'histoire de l'art. Sans les terminer. Sans les terminer. Puis tu commences à publier en 1977 et à exposer, parce que j'ai pas dit aussi que tu es peintre, artiste visuel. En solo en 1979, tu es poète, romancier, essayiste, critique littéraire, traducteur et artiste visuel avec notamment tes calligraphes. À côté de cela, tu as été libraire, galériste avec la galerie Alep, éditeur, animateur, nègre, conseiller, consultant, chauffeur de taxi, et ça m'a très fort fait triper, et revuiste. Alors, tu as fait plus de 100 expositions à travers le monde et publié plus d'une vingtaine d'ouvrages de la poésie, des essais avec Presque Blanc, Notes sur la mer du Nord et la peinture d'Éric Fauré, il y a aussi Notes sur l'amour, il y a Compromis avec les fées, il y a 2 romans dont F. Ouais. Donc voilà en quelques mots ce que tu es en partie. Et donc j'ai dit, tu vas bientôt avoir 60 ans dans quelques mois. Et quel est le regard que tu portes sur ce parcours et quel est ton rapport à la création? Parce que finalement, dans tout ce que tu as été, il y a toujours de la création, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mon rapport à la création, il ne change pas avec l'âge. Ou s'il change, c'est parce que il y a des options qui ont changé. Donc effectivement, j'ai eu un travail d'artiste visuel. Il y a Pittura et Cosa Mentale qui circule. On peut voir ce que j'ai dessiné et que j'ai dû abandonner pour des raisons, je dirais physiques, parce que j'ai eu une maladie des mains. Donc ce genre de choses intervient toujours. Mais à côté de ça, effectivement, je pense que l'expérience fait que je vais de plus en plus vite sur certaines choses. Je sais de mieux en mieux qui contacter, pourquoi, et je sais de mieux en mieux comment écrire quoi quand je suis tout seul à mon bureau. Mais pour le reste, je dirais, ce qui change pour moi, c'est que maintenant,
je suis en train de faire le compte à rebours. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je faisais des projets, et puis on voyait bien ce qui arrivait, et puis on gardait ça, et puis oh, bon, une note, et puis de temps en temps, on allume l'ordinateur, on regarde, et puis on dit « Ah tiens, dernière fois ouvert le dossier en 2007 ou en 2008. » Oh bon. Et maintenant, je suis en train de me dire « Bon ben voilà, j'ai un certain nombre de choses que j'ai envie de faire. » Et arrivant à 60 ans, le temps m'est compté. Donc ce qui viendra en bonus, ben, je le prendrai. Mais il y a vraiment des choses que j'ai envie de faire et sur lesquelles j'ai envie de me concentrer plutôt que de me dire « Oh tiens, c'est une bonne idée, et puis Inch'Allah, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Donc voilà, c'est la seule différence, je te dirais. Sinon, pour le reste, ben, effectivement, je suis plus capable de courir en 100 mètres. Je vis ma vie un peu comme je peux, comme un pauvre poète. Mais je n'ai pas de problème par rapport à la création, en tout cas. Okay. Alors justement, tu disais comme un pauvre poète. Quand j'ai construit l'entretien, je me suis dit que je voulais rentrer dans ton œuvre par la poésie, parce que moi c'est comme ça que je suis rentré dans ton œuvre, notamment par tes billets sur Facebook. Et je me disais, j'ai oublié de dire, je considère que tu es un excellent lecteur et peut-être que tu as une poésie parmi celles qui sont sur la table qui te touche un peu plus et que tu pourrais nous dire quelques mots, comme ça les gens l'ont dans l'oreille avant qu'on en parle un peu plus en profondeur. Mais je vais prendre au hasard dans Évidence intermédiaire, qui est mon dernier livre un peu épais publié chez Nicolas, Éléments de langage. Souvenir ébréché, incertitude étendue, éloignée. Quelle différence entre ce qui enchante et ce qui enchaîne. Accumuler l'insistance. Rien ne dérive qui ne soit à flot. L'improbable prend langue aux falaises de tendresse. Les lèvres couvrent la légende. Le pollen s'acclimate à son exil. Comprendre n'exerce pas la tolérance. De quelque côté que tu sois, les remparts t'appartiennent. Mais la ville demeure à jamais surprenante, insoumise. Alors voilà, c'est quelques mots de poésie. Et moi, j'ai lu la plupart. Et il y a quelque chose qui est très spécifique dans ta poésie et qui revient beaucoup. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je dirais vraiment qu'à sa lecture, j'ai ressenti comme une urgence de dire. J'ai vraiment cette impression, quand on te lit, que tu écris dans l'urgence ou qu'il y a quelque chose d'urgent, que ça doit aller vite, que c'est une nécessité et que c'est pas juste je suis là posé, je prends un peu de temps. Et ça va avec cette notion d'aller à l'essentiel, avec très peu de mots. Quand on regarde l'intérieur de tes livres, il y a quelque chose de visuel et il y a la puissance d'un souffle, puisque si on prend une bonne respiration avant, on sait presque lire chacun de tes poèmes sur un seul souffle. Alors c'est assez bien vu ce que tu dis. Le côté souffle, c'est vrai que bon, je n'écris pas à voix haute, évidemment, mais j'écris selon mon rythme. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai que j'ai expérimenté les calligraphismes, qui étaient vraiment un travail d'écriture zen. Donc c'était une écriture, il y a Pictura et Cosa Mentale qui traîne sur la table, vous pouvez voir, c'est une écriture imaginaire, mais qui demandait une maîtrise de souffle et une maîtrise de corps. Et donc je pense que j'ai toujours ça. Maintenant aussi, tu l'as dit, j'ai quand même une formation, entre guillemets, même si elle n'est pas diplômée, de philosophe. Et j'ai quand même aussi l'idée que la poésie et
la manière la plus intense d'exprimer la philosophie, d'aller à l'essentiel, comme tu viens de le dire. Je pense que des gens comme Nietzsche étaient des poètes, et qu'à la limite il a dû se mettre sous boisseau pour écrire tout ce qu'il a écrit, mais il a écrit des poèmes aussi, et ce n'est pas un cas isolé, par exemple. Je le cite parce que je l'ai beaucoup aimé et beaucoup pratiqué. Mais voilà, je pense ça. Maintenant, l'urgence, je te dirais, tu as raison, ou à la fois tu as raison et tu as tort. C'est-à-dire que à partir du moment où je me décide à écrire, alors oui, je me mets dans l'urgence. Et donc il faut sortir quelque chose qui sera plus ou moins bon, plus ou moins retenu, ou même parfois que je biffe et que je ne publie pas. Je fais notamment référence à ma longue expérience Facebook, que tu évoqueras peut-être. Oui. Mais d'un autre côté, moi je peux très bien rester 3, 4 jours, 5 jours sans rien écrire. Donc je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas le besoin d'écrire. Tu n'as pas la nécessité. Absolument pas. Et moi je considère, permets-moi, Oui. je considère que écrire c'est mon travail. Donc profession écrivain. Écrire c'est mon travail. De la même manière que Thibaut est en train de préparer nos plats, il est restaurateur, enfin bon, chacun fait des choses, et écrire est mon travail. Maintenant, je descends pas à la mine de charbon, faut pas déconner, c'est beaucoup plus relax que ça, mais c'est quand même mon travail. Voilà. Alors, effectivement, on a parlé de Facebook pendant tout un temps, au moins ces derniers temps, tu publiais sur Facebook. Et du coup, ça laissait penser au fait qu'au-delà de l'écriture, il y ait chez toi un besoin ou une nécessité de publication, et que tu fais peut-être partie de ces rares écrivains à vraiment avoir pu utiliser Facebook pour l'outil qui peut être de partage artistique, avec des textes qui, comme tes poèmes, sont des souffles intenses, bref, ça passe bien visuellement, et c'est pas des longues tartines que... on n'irait pas jusqu'au bout si un romancier venait à mettre des extraits de romans. Et donc, pourquoi avoir pris Facebook à ce moment-là, et est-ce que ça venait un peu comme ça, oh tiens j'ai écrit ça, je trouve ça bien, je vais le mettre sur Facebook, ou est-ce que tu étais rentré dans une mécanique qui est, aujourd'hui je dois pondre mon billet Facebook comme certains écrivains font, aujourd'hui je dois avoir écrit mes 2000 mots avant de me coucher, sinon je ne vais pas au lit. Alors non. Mon approche a été radicalement différente par rapport à ce que tu viens de dire. Donc on va parler de l'expérience que j'ai faite en 2015, parce que j'ai continué à publier, mais il y a vraiment eu une expérience cadrée en 2015, où à ce moment-là, quand j'ai commencé, je devais avoir quasiment 700 amis. Que je connaissais à peu près tous, je dois bien le dire, mais dont j'ai viré énormément après pour plein de bonnes raisons qu'on connaît tous sur Facebook. Et je me suis dit, mais j'ai un public d'amis et j'ai un véhicule rapide, parce que bon, écrire c'est bien, on écrit son petit texte, et puis un deuxième, et puis un troisième, puis quand on en a 50, on essaye d'en faire un ensemble, puis on va chercher un éditeur, qui va lui chercher un imprimeur, s'il veut bien, enfin, etc., etc. Ça prend un temps fou. Et je me suis dit, Facebook, c'est un instrument fabuleux. Bon, il y a toutes les photos de chats ou de plats divers, de restaurants plus ou moins exotiques que tout le monde publie, mais je me suis dit c'est un instrument de création extraordinaire, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment fort peu
de créateurs, vraiment. Bon, il y en a quelques-uns, hein. Je pense à Eddie Bonsir, enfin dans mes amis en tout cas, Eddie Bonsir, pardon, qui publie pas mal de photos. Je pense à Dominique Mas, qui est dessinateur, qui publie au moins un dessin par semaine. Donc il y a quand même des créateurs comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller dans Facebook pour une création? Et en fait, j'ai écrit dans Facebook. Donc j'ouvrais Facebook, je prenais mon statut, exprimez-vous, et là j'écrivais mon texte. S'il n'était pas bon, j'effaçais ou je corrigeais. Et puis s'il me convenait, boum, publier. Voilà. Et puis après, je faisais un copier-coller pour en garder une trace. Mais le brouillon et le net étaient dans Facebook. Ça ne veut pas dire que je ne les retoucherai pas un jour ou l'autre. Mais voilà, c'était l'idée d'aller créer directement dans Facebook et d'utiliser Facebook comme ce qu'elle devrait être en fait, un outil de communication riche et varié. Et donc voilà. Et puis j'ai travaillé 2015 et j'ai décidé d'arrêter à 1005 poèmes. De février à décembre, 1005 poèmes, je trouvais que c'était quand même pas mal. J'ai décidé d'arrêter. Maintenant tout ça est stocké, ça va devoir être un peu digéré et puis on verra si on en fait quelque chose, papier ou autre. Et puis depuis, effectivement, de loin en loin, enfin de loin en loin, ça dépend un peu. Ces derniers temps, j'ai eu des problèmes de connexion, je dois bien avouer, donc ça a été moins. Mais bon, je publie toujours des choses où je vais publier dans des sites amis, je pense aux Amis de la Poésie, la Maison de la Poésie d'Amé, ou des choses comme ça, pour qu'il y ait un circuit. Et tous les gens qui me disent « Ah oui, mais t'as pas peur pour ton copyright ou machin truc ?» Je dis non, absolument pas. Alors justement, tu parlais que peut-être qu'un jour tu en feras quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'agence? Donc est-ce que tu écris... Parce qu'il y a une particularité à tes poèmes, c'est que un livre est généralement composé de 2-3 parties, ouais. Et chaque poème est numéroté. Donc vraiment c'est numéroté de manière académique. Et donc ma question c'est, est-ce que tu les mets dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits? Ce qui m'étonnerait. Ouais. Du coup ça veut dire que comme un cinéaste, entre guillemets, tu reprends tes images et tu fais un montage final. Et finalement, comment est-ce que tu fais le montage et surtout, qu'est-ce qui te guide pour faire le montage? Est-ce qu'il y a une volonté éventuellement qu'entre plusieurs petits poèmes mis sur une page, il y ait une répondance de sonorité ou même visuelle? Ouais. Comment est-ce que justement tu fais la tambouille finale après avoir écrit Effectivement, il y a des moments où c'est un peu facile, où on peut dire « Ah ben je garde l'ordre », et puis il y a des moments où il faut le changer. Pourquoi? Parce que je pense que ça arrive à tout le monde. On est à un moment dans un état d'esprit, quand je dis un moment, c'est vraiment de manière générale. On s'installe, on écrit, et puis on ne se rend pas compte qu'on écrit 2, 3, 4 textes, et qu'en fait, ils sont un petit peu trop dans le même état d'esprit, voire avec du vocabulaire un peu récurrent. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on les jette, mais ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu les dispatcher. Et puis, il y a aussi certaines envies. C'est sûr qu'à partir du moment... Bon, moi je suis un conceptuel, hein, c'est clair. Donc, à partir du moment où je me dis, tiens, je vais partir sur telle idée, bon, je vois ce qu'il en sort de mon idée, enfin, ce que j'en... poétiquement, ce que j'en fais
comment je transforme mon concept mental en matière littéraire. Et puis après, effectivement, il faut parfois assembler le livre, un peu comme on fait la cuisine, quoi. On met d'abord ceci et puis cela, et pour finir, on a la tambouille. Mais il faut un peu équilibrer les choses. Et c'est sûr que ça se met en place. Bon, c'est vrai par exemple que dans Presque Blanc, il y a une progression qui est complètement linéaire parce qu'elle est historique. Mais effectivement, dans Évidence intermédiaire, il y a des parties et il s'agit de les assembler. Et je te dirais que pour l'instant, je suis en but à un gros problème, c'est qu'il y a un bouquin que j'ai écrit en 3 semaines et ça fait 6 mois que je n'arrive pas à l'assembler. Donc voilà, parce que je me dis, bon, et il faut aller chipoter dans l'ordinateur, il faut ou prendre des trucs imprimés, copier, coller, qu'est-ce qu'on fait? Et puis tout le temps revoir la progression, c'est parfois un peu... Bon, comme je travaille sur des petits morceaux, il faut bien dire, c'est parfois un peu fastidieux parce que c'est vrai que si on travaille sur comme dans Presque Blanc, sur quelque chose de longue haleine, on est obligé d'avoir une structure de départ et bon, on ne peut pas en dévier sinon le livre ne tient pas la route. Mais après, effectivement, voilà. Et donc tu imagines que les 1005 poèmes de Facebook, le jour où il faudra peut-être les mettre en livre, ben, ça va demander un peu de boulot. Pour en terminer avec la poésie, on va refermer la parenthèse et c'est pas innocent, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il y a de parenthèse dans ton œuvre? Si Proust c'est le point-virgule, toi c'est la parenthèse, et encore. Il faut quand même que tu nous dises quelque chose là-dessus, parce que enfin, c'est de l'ordre de l'obsessionnel. Hein. Et encore, tu n'as pas... Tes éditeurs ne te les barraient pas. Non, non, et je te dirais, et encore, tu n'as pas vu l'essentiel de ce que j'ai écrit dans les années 80, et pour cause, c'est inédit, et là il y en avait vraiment beaucoup. Oui, il y en avait vraiment beaucoup. Mais moi je pense que dans notre dynamique de vie, on fait tout le temps des parenthèses. On fait tout le temps des parenthèses. Tu vois, j'en sais rien moi. Tu traverses ta salle à manger en pensant aller chercher le courrier, et puis tu vois qu'il y a un truc qui traîne, tu le prends et tu le déposes un peu plus loin à la place qui devrait être la sienne. Et donc il y a comme ça tout le temps des parenthèses. Et puis il y a aussi dans la parenthèse, moi je pense, puisque la parenthèse est une espèce d'emprisonnement, d'enfermement, il y a une densité de ce qui est dit à l'intérieur, enfin entre les parenthèses, donc à l'intérieur de cet insert. Et que cette densité, elle n'est pas nécessairement fluide par rapport à ce qui a été dit avant, mais elle peut être en contact, je dirais en combat. Et donc il faut les mettre, ou en résonance pour ne pas parler de manière violente, parce que bon, la violence n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais quand même, il y a une manière de prendre les choses à bras le corps et puis de les formuler de manière littéraire, de telle manière que l'autre qui les lit puisse les prendre aussi à bras le corps. Quitte à dire, oh, cette expérience-là, moi je l'ai déjà faite il y a 25 ans en disant tel ou tel autre, ou en vivant personnellement, et puis ou qu'un autre va passer à travers sans se rendre compte de quelque chose que j'ai cherché à être, comment dire, assez incisif. Mais voilà, pour moi, à
partir du moment où mes textes ne sont plus chez moi, le lecteur en fait ce qu'il veut. Mais j'estime quand même que je dois proposer quelque chose qui devrait un petit peu correspondre à mon intention et essayer que sur cette intention-là, on se retrouve. Je pense que quand tu me lis, tu me retrouves. Voilà. Voilà les mots de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais juste encore prendre un peu de temps, parce que bon, c'est quand même la fin d'une saison. Donc je voudrais quand même remercier Willy, qui est le second moteur, la seconde roue du tandem, avec qui on a des folles discussions, avec qui on construit avec passion les roulades. Merci beaucoup pour cet accompagnement, ce jeu à deux. Je voudrais avoir une pensée pour Thibaut, parce que c'est quand même lui qui fait une bonne partie de la logistique et c'est précieux. Et puis bien sûr, je ne vais peut-être pas tous les citer, parce qu'ils sont 17 maintenant. Ceux qui sont venus un jour sur le tabouret ou la chaise, il y a Martin Rilan, il y a Nicolas Cheuse, il y a eu Edith Sunkin, il y a eu maintenant Jack Kegan, d'autres, parce que finalement, sans eux, les roulades n'existeraient pas. Et puis surtout, ne pas oublier de remercier les plus de 110 personnes qui cette année sont venues 200 fois aux roulades et qui font vivre les roulades, qui sont vraiment les vagues qui portent le bateau, parce qu'on peut penser les roulades, on peut les préparer, on peut les animer, mais si vous n'êtes pas là, il n'y a pas le partage, il n'y a pas la vie, donc merci beaucoup. Et vous dire qu'il y aura une saison 3 qui devrait débuter dans la vingtaine du mois de septembre avec Anne-Michel Hamès, qui est écrivaine, nouvelliste, présidente de l'association des écrivains belges. Donc on se retrouvera après l'été. Bon appétit!